cette jeune femme ne reverra plus jamais ses 4 membres de sa famille en vie. La fouille de la maison permettra non seulement de retrouver le meurtrier, C'était un meurtre vraiment atroce. mais aussi de mettre au jour un secret vieux de 3 ans. Il a échappé à la justice la première fois, alors qu'on aurait pu éviter 4 morts supplémentaires. Il y avait des questions auxquelles il fallait répondre. On l'a fait parce qu'on voulait savoir. On ne voyait pas comment ça avait pu arriver. Ça ne pouvait pas s'être passé comme il l'avait dit. Si on examine les dégâts subis par les crânes, cette explication ne tient pas. Et dans son esprit, c'était sa façon, je suppose, d'expliquer ce qu'il avait fait. Plus on avançait et plus il était sur la sellette. Bonjour, soyez les bienvenus sur le plateau des Enquêtes Impossibles. Cette nouvelle série vous plonge dans le secret des experts comme si vous faisiez partie d'une équipe d'investigation. Pendant 3 jours, des membres de la famille Milosevic tentent de contacter Radmila et Tony, son concubin. En vain. Le couple ne répond plus au téléphone. Comme il est exclu qu'ils aient pu s'absenter sans prévenir ses proches, l'incompréhension et l'inquiétude augmentent. Une jeune sœur de Radmila décide alors de se déplacer pour prendre directement de ses nouvelles. Et elle ignore encore, bien sûr, qu'une vision de l'attend dans la maison. Le patron de Tony a téléphoné pour dire qu'il n'était pas venu travailler depuis 2 jours et que ce n'était pas son genre. La voiture était dans l'allée et personne ne répondait. Dara a donc commencé à s'inquiéter. Âgée de 18 ans, Dara est la sœur de Rad. En regardant par la fenêtre, elle a vu du papier brûlé autour de la cuisinière. Et les plaques de la cuisinière étaient toutes rouges. Elle a voulu briser la vitre et entrer, mais son ami l'a arrêtée. Il lui a dit d'appeler la police. Il ne voulait pas qu'elle entre. J'étais de service à Canberra ce 31 mars 1984. Avec un autre inspecteur, un jeune inspecteur. Et il n'y avait que nous ce jour-là à Canberra. J'ai reçu un appel radio du central qui m'a dit que le policier de service avait fait un trou avec sa matraque dans la porte de derrière et qu'il était entré. Il y avait une forte odeur d'essence dans la maison. De toute évidence, on avait tenté d'y mettre le feu. Dans l'une des chambres de derrière, il y avait 3 corps. 2 adultes, un homme et une femme, et une petite fille. Ils avaient été empilés et arrosés d'essence. Et dans une autre chambre, il y avait un petit garçon. Tous avaient été tués par balle. Nous étions jeunes à cette époque, il y a 20 ans, et on avait aussi de jeunes enfants. Alors c'était vraiment horrible. En fait, j'étais ailleurs avec son autre sœur. L'autre sœur de Rad. On était en boîte de nuit et un ami est arrivé et a dit à sa sœur que quelque chose de terrible était arrivé à Rad et à Tony et que nous devions partir. Une famille entière a été assassinée. Radmila Milosevic, Tony Baker, l'homme avec qui elle vit, et leurs 2 jeunes enfants, Danny et Lisa. Après nous avoir conduites à Richardson, ils nous ont fait attendre dans la voiture. Il y avait des rubans tout autour de la maison et quelqu'un est sorti pour dire à la sœur de Rad que Rad, Tony et les enfants avaient été retrouvés morts dans la maison. Elle a perdu la tête. Elle hurlait. Elle était désespérée après la perte 2 ans auparavant de Mariana et Lily.
La mort a déjà frappé la famille Milosevic. Mariana et Lily, les sœurs cadettes de Radmila, sont décédées le 31 décembre 1980 dans un accident de voiture. On ne pouvait pas lui enlever encore 4 membres de la même famille. Mariana et Lily, et maintenant Rad et Tony et les enfants. C'était inconcevable. Beaucoup de questions restent sans réponse pour l'instant. La police est entrée dans cette maison vers 21h30. Elle a trouvé les corps d'un jeune couple et de ses 2 enfants. Les corps étaient dans différentes pièces de la maison. Il n'y a aucune trace de lutte, mais les murs ont été aspergés d'essence. Il n'y a pas eu d'effraction. La porte était fermée à clé. Et il n'y avait pas de vitres brisées. Et en fait, c'était parfaitement calme. On a constaté que le meurtrier avait tenté de nettoyer des taches de sang avec du détergent pour la cuisine. Et en voulant nettoyer les taches, il n'a fait que les étaler. Alors il a posé des coussins sur le sang pour essayer de le dissimuler. Le meurtrier a également voulu effacer ses traces. La cuisinière avait 2 petites plaques rondes à l'arrière. Et devant, il y avait une plaque rectangulaire en forme de grille. Et les 2 plaques de l'arrière étaient allumées à fond, mais pas celles de devant. La personne qui a allumé la cuisinière dans sa hâte a tourné tous les boutons dans le même sens et la plaque de devant sur laquelle elle avait posé le journal ne s'est pas allumée parce que le bouton était dans le mauvais sens. Il était sur bas au lieu de fort. La police scientifique essaie de reconstituer les événements. Elle pense que les meurtres pourraient remonter à vendredi. L'examen minutieux de l'intérieur de la maison suggère bientôt aux enquêteurs que le quadruple assassinat s'est sans doute produit plusieurs jours plus tôt. Par chance, dans sa hâte de prendre la fuite, le tueur fou a commis une maladresse qui a évité à la maison d'être incendiée. Incendie, bien sûr, qui aurait détruit la plupart des indices. Ainsi, les policiers retrouvent-ils intact le journal intime que Radmila tenait scrupuleusement au jour le jour. Ce journal contient-il des secrets ou des informations susceptibles de leur fournir des pistes? C'était un vieux cahier d'école dans lequel elle consignait les événements de la journée. Et le dernier passage datait du mercredi 28 mars. Elle disait que son mari et un homme surnommé Tomo suivaient un match de football à la radio. Ce dernier passage nous apprenait qu'il y avait une autre personne dans la maison à ce moment-là, quand ces gens étaient encore en vie. Ce matin, avec son unité mobile, la police a interrogé les voisins. La plupart d'entre eux ne connaissaient pas la famille et personne n'a entendu de coup de feu. Mais les gens avaient vu une voiture, toujours la même, faire des allées et venues autour de cette maison après ce mercredi. Et on avait des informations indiquant que cette voiture pourrait appartenir à Tomo. Il fallait donc identifier ce Tomo et savoir où il se trouvait. Ce soir, la police poursuit toujours son enquête. Elle continue d'interroger les amis et les parents de la famille, mais elle n'a pas trouvé le moindre mobile. Cela fait maintenant des heures que les corps de Rad, Tony et de leurs enfants ont été découverts dans leur maison. Ne trouvant aucune explication à ces meurtres, les enquêteurs vont s'adresser à la dernière personne à les avoir vus en vie. Et cette personne est surnommée Tomo. On a fini par identifier Tomo. Il s'appelait Alan Thompson et c'était un proche de la famille. En fait, c'était un vieil ami de Tony. Je crois qu'ils avaient joué ensemble au football. C'était comme mon grand frère. Il aurait fait n'importe quoi pour moi. J'avais confiance en lui. C'était le grand frère que je n'avais jamais eu. Il faisait partie de la famille. Je crois qu'il m'a appris à conduire à 13 ou 14 ans en cachette sur la route. Il nous emmenait au boom de l'école. Il rentrait chez lui et il venait nous rechercher quand c'était fini. On passait tout notre temps avec lui.
Des passages du journal indiquaient que ce Tomo venait régulièrement et qu'il jouait avec les enfants. Certains commentaires disaient qu'il mangeait toute leur nourriture. On savait que c'était un habitué. C'était aussi le petit ami de l'une des deux sœurs tuées dans un accident de la route, quelques années plus tôt. Tomo a rencontré Mariana un soir. Avec un ami, il se promenait en voiture sur l'avenue principale et Mariana et l'une de ses sœurs étaient dans les parages. Ils se sont arrêtés et ont commencé à discuter. Je crois que ça a commencé comme ça. Devenus très vite inséparables, Tomo et Mariana emménagent ensemble. Après 2 ans de vie commune, une tragédie stoppe net tous leurs projets d'avenir. Mariana est tuée dans un accident de la route. Brisé par le chagrin, désespéré, Tomo se rapproche de Radmila et de Tony, la sœur aînée et le beau-frère de sa fiancée, tragiquement disparu. En qualité de meilleur ami de la famille, il passe bientôt la plupart de ses soirées en leur compagnie. On a aussi établi qu'il possédait un véhicule répondant à la description de celui qui faisait des allées et venues. Faut-il considérer Tomo comme un suspect ou comme un simple témoin? Avec mon collègue, on est allé à Kenbeyan et Alan nous a reçus à la porte. Je me suis présenté en disant que j'apportais de mauvaises nouvelles. Je lui ai dit que j'arrivais de chez ses amis de Richardson et qu'ils étaient tous morts. Sur les lieux du crime, les spécialistes de la balistique trouvent des douilles et des balles, indiquant que l'arme utilisée est une carabine de calibre 22. On lui a demandé s'il avait une carabine. Il nous a conduits dans sa remise, derrière chez ses parents. Il a ouvert et a sorti une carabine de calibre 22. On est rentré au siège central de la police à Canberra et on a confié l'arme à nos experts. Vérification terminée. Parfait. Merci, Eric. Ils nous ont conduits au poste de police. Et ils nous ont posé des questions sur Tomo. Ils nous ont demandé s'il possédait des armes ou si on pouvait avoir des raisons de penser que ça pouvait être lui. Et j'ai répondu que ce n'était pas Tomo, qu'il ne ferait jamais une chose pareille. Au laboratoire médico-légal, le spécialiste en balistique tire des balles avec la carabine de Thompson. Placées sous un microscope et grossies 20 fois, les balles sont ensuite comparées à celles trouvées sur les lieux du crime afin de retenir ou d'éliminer la carabine de Thompson. On voit ici un échantillon du test à gauche et la pièce à conviction à droite. On recherche les rayures qui se font à cause des petits défauts à l'intérieur du canon, sur le plomb. Il laisse ses marques sur le plomb. Ce sont des marques caractéristiques qui sont l'équivalent des empreintes digitales. Elles sont propres à chaque arme à feu et ça nous permet de retenir ou bien d'éliminer l'arme. Dans ce cas, on l'a retenue. Le lendemain, on a appris que Thompson était allé dans une station-service à la sortie de Kenbeyan pour acheter de l'essence. On a retrouvé ce jerrycan sur la scène de crime et c'est quand il est revenu que les voisins ont vu la voiture. Il devenait évident qu'Alan Thompson était notre meurtrier. On l'a interrogé en lui présentant les preuves et au début, il a nié son implication dans les meurtres. Ensuite, il a déclaré « Je suis allé chercher la carabine dans la voiture et je suis rentré avant de commencer à tirer. » Mais il nous a dit qu'il ne savait pas ce qu'il faisait et qu'il tirait au hasard. Ça ne correspondait pas à la scène recréée par les experts. Les tirs étaient plus contrôlés, plus précis. Il ne s'agissait pas de tirs au hasard d'une personne qui ne sait pas ce qu'elle fait. Lorsque la balle sort du canon d'une carabine, elle projette des résidus de poudre dans l'air. Tu peux vérifier que je suis en contact? Plus le canon est proche de la cible et plus ces résidus sont concentrés autour de l'orifice d'entrée de la balle. Prêt? Feu!
plus il est éloigné, et moins ils sont denses. Les experts comparent les résultats obtenus avec la carabine de Thompson aux résidus situés autour des impacts de balles sur ses victimes. Ils parviennent ainsi à établir la distance le séparant de chaque membre de la famille lorsqu'il a appuyé sur la détente. Feu. Nous avons établi, je dis nous, je veux dire les spécialistes de la balistique, ont établi que le meurtrier avait d'abord tiré depuis le couloir d'entrée de la maison en direction d'un fauteuil qui se trouvait dans le salon et sur lequel était assise la femme qui portait sa petite fille sur ses genoux. C'est alors que le mari s'est levé de sa chaise. Le meurtrier lui a alors tiré dans la poitrine. Et il a ensuite essayé de s'enfuir du salon et il a fait le tour d'un petit mur pour arriver dans le couloir. Et là, il a reçu une balle à bout portant à l'arrière de la tête. Ensuite, la petite fille, qui était évidemment tombée des genoux de sa mère, a été abattue dans le salon depuis une courte distance. Et on pense qu'il a tiré les corps à travers le couloir pour les empiler dans la chambre de derrière. Ensuite, à un autre moment, l'autre enfant a été tué dans son lit, à bout portant. C'était donc un meurtre vraiment atroce. Alan Thompson, alors âgé de 24 ans, est accusé des 4 meurtres, mais il plaide non coupable lors de son procès. Je ne voulais pas croire que Tomo avait fait ça, mais j'étais assise et j'écoutais les éléments à charge, les éléments présentés par les experts, tout ce qui concernait cette affaire. Alan Thompson est reconnu coupable et condamné à 4 peines de prison à vie. On n'a jamais su quel était le véritable mobile de ces crimes. Mais je crois qu'après la mort de sa petite amie, il a reporté son amour sur Radmila. Bien sûr, je ne suis pas psychologue et je n'ai pas les connaissances suffisantes pour expliquer les comportements, mais d'après ce que j'ai vu et ce que j'ai pu lire dans le journal intime de Radmila, je crois que Tomo s'était sérieusement entiché d'elle pour une raison ou pour une autre. Et le problème, c'est qu'elle ne voulait pas de lui. Nous pourrions penser qu'à ce stade, l'enquête est sur le point de se conclure. Bien qu'Alan Thompson s'acharne toujours à clamer son innocence, les preuves de son implication dans le quadruple homicide sont maintenant suffisamment solides pour qu'un jury puisse le condamner en cour d'assises. Le mobile du jeune homme n'en demeure pas moins énigmatique. Pourquoi et comment a-t-il pu massacrer 4 personnes? Tandis que cette question taraude psychologues et policiers, un rebondissement spectaculaire transforme bientôt le suspect en pire criminel qu'ait connu l'Australie. En fouillant la maison, on a retrouvé des albums avec des articles de journaux évoquant la mort des 2 sœurs tuées quelques années plus tôt dans un accident de voiture. Les 2 jeunes filles de 14 et 17 ans sont mortes après que la voiture a quitté la route et terminé contre un arbre. Les corps ont été entièrement réduits en cendres après l'explosion du réservoir d'essence. L'enquête a conclu à un accident. La voiture a quitté la route et il y a eu une explosion. Le conducteur, qui s'en est sorti indemne, est un proche de la famille, du nom d'Alan Thompson. Il a échappé à la justice la première fois, alors qu'on aurait pu éviter 4 morts supplémentaires. Après les meurtres de Radmila Milosevic et sa famille, la police découvre que c'est justement lui qui était au volant de la fameuse voiture qui a pris feu, coûtant la vie aux 2 sœurs cadettes de Radmila. Est-ce une simple coïncidence de voir le même homme responsable de la mort de 3 sœurs, ou bien y a-t-il un secret derrière tout ça? Thompson affirmait faire le chemin de Cooma à Canberra par l'autoroute avec les 2 filles à l'arrière de la voiture. C'est une voiture arrivant à grande vitesse dans l'autre sens qui les a fait sortir de la route. Il est tout de suite sorti de la voiture par l'avant. Il est allé voir le capot et c'est là qu'il a vu des flammes s'échapper du moteur. Il a essayé d'ouvrir la portière pour libérer les 2 filles. Mais
La voiture a très vite été engloutie par les flammes et les 2 adolescentes sont mortes à l'intérieur. On m'a appelé à mon travail pour m'annoncer que Mariana et Lily étaient mortes et que Tomo avait été brûlé au bras en essayant de les sortir de la voiture. Le jour de l'enterrement, il est resté très en retrait. Il ne voulait parler à personne. À chaque fois qu'on voulait le prendre dans nos bras, il nous repoussait. Il voulait rester seul. Il lui arrivait de se réveiller en pleine nuit et de crier le nom de Mariana. On a vraiment fait de notre mieux pour être là quand il avait besoin de nous. Cet accident est-il le fruit d'une coïncidence ou une fatalité frappe-t-elle la famille Milosevic? En effet, à 2 ans et demi d'intervalle, 3 sœurs ont succombé à des morts violentes. Comme on sait maintenant que Thompson est vraisemblablement l'auteur du meurtre de Radmila, n'est-il pas étrange de constater qu'il se trouvait aussi au volant du véhicule qui a percuté un arbre avant de s'embraser? Et tandis que Thompson était sorti indemne de l'accident, Mariana et sa jeune sœur avaient péri carbonisés. Bien que le coroner de l'État ait confirmé la thèse de la mort accidentelle, Rick Nines et Tom McKillen, son équipier, ont des doutes sur la véracité de cette version des faits. Et pour en avoir le cœur net, ils décident de réexaminer les circonstances du drame et de recueillir de nouveaux indices. Mariana Milosevic et Alan Thompson sortaient ensemble. Lorsqu'elle meurt, dans un accident de voiture avec lui au volant, Thompson vient chercher du réconfort auprès de la sœur aînée Radmila. 15 mois plus tard, il la tue, ainsi que ses enfants et leur père. Le nom de Thompson étant lié aux 2 affaires, les policiers décident de rouvrir le dossier classé comme simple accident. Le secret d'Alan Thompson est révélé au grand jour et les véritables événements de cette nuit-là sont finalement retracés avec précision. Le dossier faisait mention d'un accident de voiture et rien de plus. Mais on trouvait le dossier incomplet. Les éléments ne permettaient pas de conclure à 100% à un accident. Il y avait des questions qui n'avaient pas été posées et qui auraient permis d'y voir plus clair sur sa version des faits. Heureusement pour nous, les pompiers avaient pris énormément de photos du véhicule et en les regardant de plus près, on s'est aperçu que le témoignage de Thompson ne correspondait pas du tout à ce que montraient les photos de l'accident. S'il roulait à la vitesse qu'il avait prétendu, la voiture aurait subi beaucoup plus de dégâts que ce qu'on pouvait voir sur les photos. Thompson prétend avoir roulé à 70 km/h lorsqu'il a été aveuglé par des phares et a fini sa course contre un arbre. Mais selon des experts de la General Motors, ça n'a pas pu se passer comme ça. Les experts nous ont tout de suite dit qu'ils ne croyaient pas du tout à cette histoire. Ils estimaient plutôt la vitesse à 25 km/h. La question, c'était de savoir pourquoi il avait raconté ça. Peut-être que c'était pour se protéger, et tout simplement parce qu'il avait prémédité l'accident. On a donc décidé de vérifier si notre théorie du meurtre maquillé en accident tenait la route. On a décidé de faire une reconstitution des faits, mais on n'a pas pu le faire avec l'arbre d'origine. On a donc acheté un modèle de voiture similaire et on s'est mis au travail sur un site d'entraînement de la police. On a choisi une partie pentue. Ensuite, on a choisi un arbre aux dimensions équivalentes à celui de l'accident et on a dû s'y reprendre à plusieurs fois pour essayer d'obtenir une vitesse de 25 km/h. On devait trouver la distance exacte de laquelle lancer la voiture pour obtenir la vitesse adéquate.
On avait tout mis en place. Chacun avait son rôle. Moi, je devais chronométrer la scène. Eric était là pour observer. On avait prévu un chauffeur qui avait accepté de faire la cascade avec tout le matériel de sécurité adéquat. Mais en voyant la pente de plus près, il a finalement trouvé l'expérience un peu trop risquée à son goût. Du coup, il a fini par se défiler et il ne restait plus qu'à trouver un volontaire. Et le seul à bien vouloir le faire, c'était Rick Nines. Il fallait bien que quelqu'un le fasse. Et comme il n'y avait plus que moi, j'ai décidé de le faire. Il s'est installé au volant et on l'a lancé à pleine vitesse contre l'arbre. Finalement, je crois avoir pris la bonne décision, parce que ça m'a donné un aperçu de ce qui avait pu se passer dans cette voiture. Et l'impact n'était pas si terrible que ça. Bien sûr, la voiture était complètement cabossée, mais ça ne pouvait pas avoir tué 2 personnes. On voulait pouvoir être sûr de ce qu'il s'était vraiment passé. Si on voulait rouvrir l'affaire, il fallait qu'on ait des éléments concluants à montrer. Malgré les similitudes entre le crash test effectué par les inspecteurs et les dégâts sur la voiture de Thompson, ils n'ont malheureusement pas assez d'éléments pour écarter la thèse de la mort accidentelle. Alors ils décident de se rendre chez un spécialiste des incendies. Il leur faut une réponse. La voiture a-t-elle accidentellement pris feu ou est-ce une mise en scène? Ils m'ont carrément enfermé dans une pièce avec des vidéos et des photos, en me disant qu'ils repasseraient vers 16 heures pour avoir mon avis. Les premières conclusions du coroner avaient été que le feu avait pris sous le capot. Et le feu aurait été causé par le contact entre un des ressorts de la batterie et une de ses bornes, provoquant une étincelle à l'origine du départ du feu. Sur les photos, on pouvait voir la voiture remorquée par une dépanneuse et tout semblait indiquer que ses phares étaient encore allumés. Ça me paraissait quand même un peu absurde d'affirmer que le feu avait été provoqué par la batterie. Si on regarde les dégâts moteurs, on voit qu'il y a eu surchauffe des câbles et des durites, mais on ne voit pas de brûlure à proprement parler. S'il y avait vraiment eu le feu, les fils seraient au moins à nu pour peu qu'ils aient résisté, mais en aucun cas, ils ne seraient encore isolés. Les durites et les courroies auraient brûlé. De plus, le feu se serait propagé jusqu'au pare-feu, ce qui n'était absolument pas le cas. Les dégâts causés par le feu étaient davantage visibles à l'intérieur de la voiture que dans le moteur. Le moteur semblait en parfait état de marche pour un appareil censé être ravagé par les flammes. Ça ne collait pas. Pourquoi y avait-il des traces de feu dans l'habitacle et pas dans le moteur alors qu'il était censé être parti de là? Pour Tom McKillen et Peter Thatcher, l'expert en incendie du centre médico-légal, trop d'invraisemblances décrédibilisent la version des faits fournie par Thompson. Ce dernier affirme en effet qu'après le choc, le feu s'est propagé du moteur à l'habitacle en quelques minutes. Or, à moins d'utiliser un accélérateur de combustion, une voiture ne peut pas brûler complètement car, en dehors du réservoir, des pneus, des sièges et des garnitures, peu de matériaux sont inflammables. Pour lever le doute, les policiers décident de reconstituer l'incendie en utilisant une voiture identique à celle que conduisait Thompson. You got the stopwatch going? Fire me now. Pretty good fire. That's what we wanted. Starting to drip through now at the bottom. It starts to drip. That's got more oxygen food in that too. On a commencé par arroser le moteur d'essence, une quantité équivalente à celle qui était censée s'être échappée du carburateur. Si l'essence a effectivement pris feu dans le moteur, il a très vite été circonscrit en raison du manque d'oxygène.
On a remis de l'essence dans le moteur pour tenter de raviver le feu et pour qu'il se propage dans l'habitacle. Mais on a quasiment été obligé de l'inonder pour que quelque chose se produise. On a dû utiliser une sacrée dose d'essence pour qu'enfin les flammes traversent le pare-feu et envahissent l'habitacle. The wiring out of the dash, it's got to get that. Got to burn that away. I think it'll really start to smoke. Cars will catch. Les voitures peuvent prendre feu, mais il faut vraiment un choc à très grande vitesse pour provoquer une rupture des canalisations et du réservoir d'essence. Et pour en plus élever le feu au degré de chaleur suffisant pour sa propagation, il faut une grande quantité de produits accélérants tout autour. 15 minutes now. Okay, 15 minutes. On a donc terminé la reconstitution pour voir si le témoignage de Thompson tenait la route. Mais on n'a pas pu découvrir ce qui s'était vraiment passé. Ça voulait dire que son histoire ne tenait pas debout. On a aussi trouvé une autre incohérence. Il y avait largement assez de temps pour sortir de la voiture. Et lui avait certifié que c'était impossible à cause du feu. En chronométrant la scène, on a pu établir qu'il y avait donc un deuxième point de son témoignage qui ne tenait pas la route. Il avait largement le temps d'entrer à l'arrière de la voiture, vu la quantité d'essence qu'on avait dû utiliser pour que la voiture s'enflamme. Dans sa déposition de 1982, juste après l'accident, Thompson déclare que le bidon d'essence du coffre est vide. Mais lorsque les inspecteurs Nines et McKillen lui parlent de leurs doutes sur la véracité de ses dires, Il a légèrement changé de version. Juste assez pour expliquer la présence d'accélérants dans le coffre et l'incendie dans la voiture. il leur raconte qu'il a acheté de l'essence pour sa mère l'après-midi même, mais qu'il a oublié de la lui donner. Il nous a dit que le bidon était dans la voiture et qu'il avait dû se renverser et prendre feu. Il leur affirme n'avoir rien dit à l'époque de peur d'être tenu pour responsable de l'incendie. Les inspecteurs se trompent-ils ou leur intuition est-elle la bonne? La réponse est sous leurs yeux. Mais ils ne le savent pas encore. Alan Thompson a tout d'abord affirmé qu'il n'y avait pas de bidon d'essence dans sa voiture la nuit de la mort de sa petite amie et de sa sœur cadette dans l'incendie. Mais, 3 ans après, il change sa version. Il affirme cette fois qu'il y avait bien un bidon d'essence dans la voiture et que celui-ci a dû se renverser. Thompson a-t-il menti pour éviter d'être tenu pour responsable de l'incendie ou s'est-il parjuré pour une autre raison? Si on regarde les photos de l'arbre contre lequel la voiture est venue s'écraser, on voit des traces de feu au-dessus du capot de la voiture. Comment est-ce possible si le feu a effectivement pris dans le moteur? En regardant de plus près les photos, je pencherai plutôt en faveur de la thèse qui veut qu'on ait aspergé la voiture de liquide inflammable. Je ne peux pas vous dire exactement combien d'essence a été aspergée sur la voiture, mais c'est en tout cas de l'ordre de plusieurs litres. Ça veut donc dire que quelqu'un a délibérément aspergé de l'essence à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule. On commençait à avoir de plus en plus d'éléments dans cette affaire et à première vue, tout semblait désigner Thompson. Preuve est désormais établie qu'Alan Thompson a volontairement incendié la voiture. Mais a-t-il condamné l'ouverture des portes avant le crash, afin que les jeunes filles ne puissent pas s'en échapper et soient brûlées vives? Ou les a-t-il tuées avant l'accident? Et a-t-il procédé ensuite à une sinistre mise en scène? Aussi incroyable que cela puisse paraître, la réponse à cette question est cachée parmi les nombreuses photos qui, depuis des mois, tapissent le mur du bureau des inspecteurs.
Il arrive souvent qu'on ait quelque chose sous le nez pendant longtemps et qu'on passe quand même à côté. Et tout d'un coup, en regardant une photo des deux jeunes filles, on s'est aperçu qu'un liquide inconnu s'échappait de leur crâne. Sur une des photos, on voyait distinctement un trou dans le crâne d'une des deux jeunes filles. On a donc voulu en savoir plus. Ça ne se voit pas tout de suite, mais si on regarde de plus près les photos, on voit que les crânes sont très endommagés. On sait par les directeurs de crématorium et par ce qui s'est passé pendant la Révolution russe que quand un crâne explose dans un incendie, c'est uniquement quand le feu est très rapide et à très haute température. Une très forte pression s'exerce sur le haut du crâne et il en résulte obligatoirement une explosion du crâne. Mais ici, ça ne correspond absolument pas. On dirait plutôt l'orifice de sortie d'un projectile, autrement dit, d'une balle. Et dans l'un des deux crânes, on a un orifice d'entrée bien visible qui signifie qu'on leur a tiré une balle dans la tête. C'est aujourd'hui que le destin tragique de 3 sœurs de Canberra va être dévoilé à la Cour fédérale. Ian Temby, avocat de la couronne, a affirmé que Thompson était déjà sous le coup d'une inculpation pour le meurtre de l'une des 3 sœurs. Cela suffit à une nouvelle mise en examen. Selon lui, cette mise en examen calmera la colère du public et mettra cette affaire à jour. Monsieur Temby a affirmé que de nouvelles preuves venaient contredire la version de Thompson sur l'origine de l'incendie de la voiture. Aujourd'hui, Thompson admet le fait qu'il y avait bien un bidon d'essence dans la voiture alors qu'il l'avait toujours nié jusqu'à présent. L'avocat de Thompson, quant à lui, prétend que ces preuves ne fournissent aucun nouvel élément et met l'accent sur le coût d'une nouvelle enquête. Il ne restait plus qu'à exhumer les corps et à chercher d'éventuelles preuves scientifiques sur les jeunes filles. Si le témoignage de Thompson était véridique, on aurait obligatoirement retrouvé des traces de brûlures sur le larynx et les poumons des deux filles, même si elles avaient été inconscientes. Et il nous fallait absolument ce genre de preuves pour mettre Thompson en examen pour meurtre. On a donc donné l'ordre de procéder à l'exhumation des corps. Et après une nouvelle autopsie, on a trouvé des traces de blessures par balle. Des traces de blessures par balle ont été décelées sur les corps d'au moins l'une des 2 sœurs. Des blessures par balle provenant d'une carabine de calibre 22, le même calibre que celui utilisé par Alan Thompson lors du meurtre de Ranmila, la sœur aînée des jeunes filles et de sa famille. Au cours de l'autopsie, le légiste n'a trouvé aucune trace de brûlure sur le larynx ou les organes internes et il a pu formellement établir que les deux filles étaient déjà mortes au moment de l'incendie. Il a également retrouvé des traces de plomb dues au passage d'une balle à travers le crâne. Il a donc pu établir avec certitude que les deux filles avaient reçu une balle dans la tête et qu'elles étaient donc mortes avant l'incendie. Au cours de l'enquête, notre intérêt n'a cessé de grandir sur cette affaire. On a voulu aller jusqu'au bout. Et plus on avançait, plus on s'éloignait des premières conclusions. Que s'est-il réellement passé cette fameuse nuit? Qu'est-ce qui a bien pu pousser Thompson à tuer sa petite amie et sa sœur cadette? Juste avant l'accident, Mariana est venue nous voir au travail pour parler à sa sœur. C'est la seule et unique fois où elle nous a dit qu'elle avait peur de lui. Mariana avait peur de la violence refoulée d'Alan Thompson, son fiancé. Cette révélation remet en perspective toute la relation qui liait les jeunes gens et que chacun dans la famille s'accordait naïvement à trouver exemplaire. Elle explique aussi la suite tragique des événements. He's talking shit now. Can you just stop yelling at her? I'll do what I want, all right? Excuse me. The younger sister had come. La sœur cadette avait prévu de passer le week-end avec eux. Il y avait de la séparation dans l'air. La jeune fille avait l'intention de le quitter et lui ne voulait pas en entendre parler. Et on pense que sa sœur était là pour l'aider à franchir le pas.
support her sister in the breakup. Je pense qu'il les a tués parce que Mariana voulait le quitter. Mariana était venue nous voir au travail pour nous dire qu'elle commençait à avoir peur de lui et qu'elle voulait vraiment le quitter. Si elle n'était plus à lui, elle ne serait à personne. Mais pourquoi a-t-il pris aussi la vie de Lily et puis celle de Rad? Je ne sais pas. Il y avait de vraies similitudes dans le mode opératoire des deux affaires. Dans les deux cas, l'arme utilisée était de calibre 22. Les victimes avaient toutes été tuées d'une balle dans la tête et à chaque fois, Thompson avait voulu maquiller les meurtres en prétextant la mort dans un incendie. Il y avait donc une vraie corrélation entre les deux affaires. 4 ans après les faits, Alan Thompson est reconnu coupable des meurtres des 3 sœurs Milosevic, de Tony et des enfants du couple. Mais quel mobile a poussé le jeune homme à commettre de telles atrocités? La peur d'être abandonné par sa petite amie, répondent les psychologues de la police, ne trouvant pas d'autres explications. Puis, pour le massacre de la famille, la frustration et le désir inassouvi d'avoir été conduit par Anne Mila dans ses tentatives de séduction. Ces arguments consternants bouleversent l'entourage des Milosevic. Il a trompé tout le monde. À son arrivée, tout le monde le voyait comme un gentil garçon, toujours très attentionné. La famille Milosevic lui faisait confiance. Mais après les meurtres à Richardson, on a compris qu'il était le seul responsable. Thompson est finalement condamné à 2 peines de prison à vie pour chacun des 2 meurtres qui viennent s'ajouter aux 4 peines précédentes. Ça a été une vraie satisfaction à l'annonce de la condamnation de M. Thompson. Ça voulait dire que la famille Milosevic pouvait réellement faire son deuil. J'ai vraiment eu beaucoup de peine pour elle, sincèrement. Cette femme avait perdu une grande partie de sa famille sans aucun motif valable. Elle a perdu 3 filles, un beau-fils et 2 petits-enfants. C'est vraiment tragique de voir cette mère qui s'était battue pendant autant de temps pour élever seule ses 3 enfants et de voir qu'un type pouvait débarquer comme ça et les lui enlever. Aujourd'hui, après 20 années plutôt étranges, la vie reprend son cours. Il ne se passe pas un seul jour où ceux qui sont encore là ne pensent pas à Rad, Tony et leurs enfants, ainsi qu'à Mariana et Lily. Il a complètement anéanti cette famille. Je ne pense plus du tout la même chose de Tomo comparé à l'époque où j'étais jeune. Je le déteste maintenant. Sûrement autant qu'eux pour ce qu'il leur a fait subir. À leur façon, Bronwyn et la famille meurtrie ont réussi à rayer Alan Thompson de leur vie. À l'origine, le nom de Tomo figurait sur la pierre tombale de Mariana.
Il y avait écrit « Avec tout l'amour d'Alan ». À cette époque, il le croyait vraiment amoureux d'elle, mais après tout ça, on a rayé son nom. Bien entendu, on ne vit plus dans une société qui applique la loi du œil pour œil, dent pour dent. On ne peut pas ramener les morts à la vie, on ne peut pas remonter le temps, mais aujourd'hui, les gens en général aiment voir ce genre de criminel puni pour ce qu'il a fait. Alan Thompson se trouve derrière les barreaux depuis plus de 20 ans maintenant. Il purge sa peine dans une prison de haute sécurité. J'espère vraiment que ce genre d'individu ne sera jamais relâché. Alan Thompson n'est qu'une ordure sans aucune émotion. Il ne ressent absolument rien. C'est la meilleure description que je puisse faire de lui. Une ordure sans âme. Une ordure sans âme. Un poisson froid en anglais. C'est ainsi que le policier McKillen décrit littéralement Alan Thompson, le tueur en série le plus tristement célèbre d'Australie. Enfermé derrière des barreaux depuis près de 25 ans, Thompson a-t-il parfois l'ombre d'un remords? A-t-il une pensée pour la jeune fille dont il était tombé amoureux et qu'il a tué de sang-froid? Éprouve-t-il le moindre sentiment pour Rad et Tony, le couple d'amis fidèles qu'il accueillait chaque soir dans leur maison pleine de vie? A-t-il le moindre repentir pour avoir arraché la vie à 2 enfants en les fusillant à bout portant comme du gibier? Sincèrement, j'ose l'espérer, à moins que son esprit fêlé ne reste sourd au murmure de sa conscience, comme les bruits du monde extérieur sont étouffés par les murs infranchissables de la prison où il croupit. Bonsoir. Je vous remercie de nous être fidèles et je vous donne rendez-vous prochainement sur cette antenne pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles.